Bonjour, je vais commencer par vous remercier d'être présent aussi ici. Donc, moi, je suis sociologue et je travaille sur les quartiers populaires depuis un moment et avec une perspective un petit peu particulière qui est de passer du temps, un temps long dans mes enquêtes, dans les différents quartiers où j'ai pu travailler et donc de regarder les choses sur 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et la dernière enquête qui a été mentionnée, c'était 10 ans passés à Grigny. Alors, je commence juste pour vous situer les choses, vous parlez d'où je parle, parce que cette question, la temporalité, au fond, elle est extrêmement importante. Alors, si j'étais un petit peu facétieux, pour juste aussi vous expliquer ce que ça peut être la sociologie ou l'anthropologie, il y a un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold et qui dit c'est de la philosophie avec des gens dedans. L'ANRU, on aurait envie de dire, c'est des bâtiments avec des gens dedans. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ces gens-là et de la philosophie un petit peu structurelle et relationnelle qui anime en fait les quartiers populaires quand on a une perspective de long terme. Je vais m'expliquer. L'image qu'on a très souvent, médiatique, des quartiers populaires, c'est l'idée de l'empirement, du surplace, du ghetto, du communautarisme, de la coupure, de la déconnexion. Ça, ce sont des images dont on est abreuvé de ces images-là. Et d'ailleurs, c'est dur quand on est un professionnel des questions sociales ou urbaines, parce qu'on a toujours ce sentiment que c'est toujours pire. Le jour d'après est toujours pire. Or, quand on prend un petit peu de recul, et qu'on se déporte un petit peu, eh bien, on observe en fait tout autre chose. Les quartiers populaires, en fait, ce ne sont pas des quartiers qui sont coupés, ce ne sont pas des quartiers qui sont déconnectés. Quand on regarde ce que font et comment vivent les habitants, ce sont des quartiers qui sont profondément reliés au centre urbain et qui sont profondément connectés. Un exemple, et ça c'est valable dans tous les quartiers de type ZUS. Les quartiers populaires sont à la fois des sas et des nas. La ville de Grigny, dans laquelle j'ai enquêté pendant 10 ans, si vous regardez la démographie de la ville de Grigny, entre le début de l'enquête et la fin de l'enquête, au bout de 10 ans, vous avez plus de 50% de la population qui s'est transformée. Et c'est ça, la réalité des quartiers populaires. Ce n'est pas des quartiers où il y a du surplace, c'est des quartiers où il y a des flux. Et en fait, quand on pense le rapport des habitants comme un rapport de flux et non comme un rapport de surplace, et j'y viendrai parce que ça a un impact extrêmement important quand on s'occupe et on s'intéresse à la question du bâti, mais il faut renverser un petit peu le logiciel. Alors, pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, les flux, parce que ce n'est pas seulement des flux démographiques. La première chose, c'est, donc je le rappelle, Grigny, la ville la plus pauvre de France, au bout de 10 ans, la moitié des gens qui sont partis, mais qui ont été remplacés. Ça veut dire quoi? C'est que la dynamique de flux démographique, c'est que vous avez, en fait, dans les quartiers populaires, et grâce à tous les dispositifs publics et associatifs de la mobilité sociale, petite mobilité sociale, qui se transforme en mobilité résidentielle, mais qui est douce, ordinaire et invisibilisée. Mais elle existe. Cette mobilité résidentielle, en fait, elle est invisibilisée aussi parce que les gens qui quittent les quartiers populaires sont remplacés par des gens, en fait, qui arrivent avec beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de précarité et il va falloir mécaniquement, structurellement, parce que les dispositifs fonctionnent, beaucoup plus de moyens. Puisque cette transformation structurelle, graduelle, permanente, d'une certaine manière, quand tout un tas d'indicateurs empirent, eh bien, ils sont le résultat de toutes les choses qui marchent. Ça, c'est important de le dire parce que dans la narration qui a été rappelée tout à l'heure de l'empirement, etc., qui est nourrie sur les faits divers, etc., elle masque en fait toute la réussite, en réalité, sociale, qui se fait à bas bruit, mais qui se fait de manière effective. Ça, c'est important, c'est-à-dire, et il faut inverser le regard, c'est-à-dire que les quartiers populaires, ce sont les quartiers, contrairement à ce qu'on dit, les plus républicains de France. Pourquoi les plus républicains? Déjà, parce que ce sont les quartiers qui produisent de la mobilité sociale. Et c'est un petit peu le pacte républicain, cette question de la mobilité sociale. Deuxième élément, quand les gens qui partent des quartiers populaires, parce qu'ils ont été enveloppés, parce qu'ils ont trouvé leur place, quittent ces quartiers, eh bien, ils sont remplacés par des gens qui sont accueillis.
Et c'est important de penser les choses relationnellement parce que les quartiers populaires sont les quartiers qui font le travail d'accueil. Ce sont les quartiers en France qui accueillent les personnes dont tout un tas d'autres villes ne veulent pas accueillir et en réalité se mettent hors la loi. Si on a une population qui se précarise d'autant plus dans les quartiers populaires, c'est parce qu'il y a tout un tas de villes qui ne respectent pas la loi SRU, comme vous le savez, qui préfèrent de manière très claire et très explicite payer des amendes plutôt qu'accueillir la mixité sociale, et qui sont en fait des villes délinquantes. Pour le coup. Et les quartiers de la politique de la ville, ce sont les quartiers qui accueillent, ce sont les quartiers qui incarnent l'un des 3 points de notre devise républicaine, la fraternité. Et donc, les quartiers populaires, d'un point de vue structurel, relationnel, rendent ce service républicain à l'échelle de la nation. Elles le rendent à pas cher. Il a été rappelé tout à l'heure, dans les chiffres, que les transferts sociaux ne sont absolument pas en faveur des quartiers populaires. Et ce service de l'accueil républicain, vous le savez tous et toutes, finalement, nous n'en avons ni réellement les moyens, ni réellement les ressources qui sont à la hauteur des enjeux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des quartiers aussi qui sont au service économique de la nation, qui sont profondément reliés. Les habitants et les habitantes des quartiers populaires, pour leur très grande majorité, ne travaillent pas dans les quartiers populaires. Elles travaillent dans les centres urbains et font des métiers de service. Je pense que ce qui a peut-être permis de le voir, mais c'était très rapide, d'apporter un focus comme ça national sur ces questions, c'était la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, nationalement, on a applaudi les travailleurs et les travailleuses essentielles. Toutes ces personnes qui prennent soin, en réalité, qui prennent soin à la fois de la structure économique, qui prennent soin des personnes, qui prennent soin aussi du bâti. Et en fait, toutes les personnes qui travaillent dans la logistique, qui travaillent, la logistique, c'est un peu la nouvelle condition ouvrière contemporaine, qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans les hôpitaux, qui gardent les enfants des personnes qui travaillent jusqu'à tard, qui nettoient les bâtiments publics, privés. Elles habitent dans les quartiers populaires. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui avaient l'autorisation, et je ne parle même pas des personnes qui s'occupent des poubelles, des détritus, voilà, de tout ce qu'on jette dans notre société capitaliste. Eh bien, ces personnes-là, elles circulaient encore pendant la crise du Covid, elles avaient le droit de circuler, et elles partaient d'où? Elles partaient des quartiers populaires. Et donc, il faut penser absolument, quand on s'intéresse aussi à la topographie et aux bâtiments, à ces questions de flux. Les quartiers populaires, ce sont des quartiers qui sont en flux permanent. Ça pose tout un tas de défis aux bâtiments. Parce que rénovation, destruction des bâtiments, j'aurais envie de dire prendre soin. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin d'un quartier, d'une topographie, de bâtiments quand on a ces flux? Ça pose des questions en fait philosophiques, mais qui, à mon avis, devraient aussi orienter les travaux et les réflexions qui vont vous animer pendant ces quelques jours. Et je vais essayer de lancer quelques pistes. Alors, comme je ne regarde absolument pas mon temps, j'ai combien de temps pour lancer ces quelques pistes? Qui est le maître du temps? Je ne la vois pas en fait. Sur la droite. Ah oui, d'accord. Il me reste 16 minutes. Ah oui, c'est bien, j'accélérais. Bon, c'est bien. Alors, cette question des flux, c'est-à-dire que les quartiers et les bâtiments sont, je m'assurais du temps, sont fatigués de ces flux. Extrêmement fatigués de ces flux. Et alors, ces flux, c'est aussi des flux internes aux villes. Pour que les logements fonctionnent, par exemple, il y a quelque chose qu'on a souvent oublié, et encore une fois, la crise du Covid a servi de révélateur. Vous vous souvenez, pendant la crise du Covid, il y a eu une surverbalisation de la population des quartiers populaires parce que ils et elles étaient plus souvent dehors que dedans. Alors, il y a la question du rapport au travail, j'en ai parlé, mais il faut aussi savoir que
les logements des quartiers populaires fonctionnent parce qu'il y a des rotations de flux démographiques à l'intérieur des familles. Les logements sont trop petits pour trop de personnes. Et en temps, entre guillemets, normal, si les logements fonctionnent, c'est parce qu'il y a des circulations et que jamais tout le monde ne se retrouve en même temps dans le même lieu. Et pour que dans les quartiers populaires, il puisse y avoir du commun, pour qu'il puisse y avoir du collectif, il faut penser les espaces avec ces flux. Flux de rencontres, flux de sociabilité, construction d'espaces publics. Le drame, c'est que d'un point de vue topographique et architectural, beaucoup de quartiers populaires, dans leur construction ou rénovation, ont été dépourvus, excusez-moi, lapsus révélateur, ont été dépourvus de la possibilité d'entretenir ces flux. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a une caractéristique aussi très forte liée à ces flux de renouvellement démographique dont j'ai parlé, c'est que contrairement à l'image caricaturale du communautarisme où tout le monde se connaîtrait, tout le monde aurait les mêmes normes, tout le monde aurait les mêmes valeurs, la réalité des relations sociales dans les quartiers populaires, et c'est quelque chose de très paradoxal, c'est qu'à la fois vous avez beaucoup de cloisonnement social, c'est-à-dire que les gens vivent structurellement en fait un petit peu les uns sur les autres parce qu'il y a cette densité, cette difficulté, mais sans se connaître si bien. La réalité des relations sociales, c'est qu'elles sont extrêmement cloisonnées, et elles sont déjà extrêmement cloisonnées du fait de la structuration des emplois du temps. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent, qui font les 3-8, etc. Et on est très rarement ensemble, au même moment, dans les mêmes lieux. Et en même temps, les gens sont extrêmement solidaires et sans nécessairement se connaître très bien, très personnellement, ont des relations intenses de solidarité qui sont liées au fait, beaucoup plus qu'ils se connaissent personnellement et intimement, on se rend des services parce qu'on partage une condition commune. Une condition commune qui est d'avoir des services publics défaillants. Alors ça, il faut en reparler. C'est extrêmement important de parler de la relation des services publics dans les quartiers populaires parce qu'en fait, il y a tout un tas de solidarités dont on attendrait qu'elle soit tout à fait, disponible dans les quartiers populaires, qui ne fonctionnent pas parce que, dès l'origine, dans la plupart des quartiers populaires, on a eu une sous-dotation, au fond, en services publics. Et il y a une sorte de paradoxe dans le rapport et à l'espace public et aux services publics, que les habitantes et les habitantes qui font les travaux de service, d'accueil, qui sont les travaux foncièrement et fondamentalement républicains, ne bénéficient pas à la hauteur et de leurs besoins et de leur travail de ce que la République devrait leur assurer. On a parlé de Grigny tout à l'heure, je peux vous en parler longtemps puisque c'est une ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Le rapport à la police, on pourrait en parler longtemps, mais à Grigny, par exemple, à peu près 30 000 habitants, le commissariat, il est ouvert que le vendredi après-midi sur une plage horaire de 3 heures. En même temps, l'expérience ordinaire des garçons dans l'espace public, c'est de subir des raids urbains, des raids policiers, pardon, dans l'espace public de manière répétée. Je n'ouvre pas ce dossier, il serait trop long, mais ce simple rapport à la police, absolument anormal, du point de vue de ce qu'on est en droit d'attendre d'un État de droit et d'un État républicain, il en dit long sur cette disproportion. Donc, vous le voyez, les quartiers populaires, finalement, jouent une sorte de fonction, d'un point de vue structurel, une fonction qui est à la fois une fonction de service vis-à-vis du centre, mais aussi une fonction, et c'est le deuxième élément, de parquage. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires aussi, on va, et excusez-moi du terme, mais je parle de manière un peu structurelle, on va parquer les individus qu'on ne veut pas côtoyer. Et quand je dis « on », ce sont les personnes qui ont le plus de pouvoir
dans la société, les personnes qu'on entend aussi le plus, parce que les personnes qui ont le plus de pouvoir dans la société, ce sont les personnes qui tiennent le crachoir médiatique et souvent politique, et qu'on entend beaucoup, et ça ne vous a pas échappé, qu'on parle beaucoup, constamment, de quartiers populaires, et que la plupart des personnes qui ont accès à l'espace public et qui parlent des quartiers populaires sont des personnes qui ne les connaissent pas et qui ne parlent jamais des quartiers populaires pour parler des phénomènes, mais qui parlent d'eux-mêmes quand ils parlent des quartiers populaires, qui parlent de leurs propres angoisses, de leurs propres ressentiments et de leur propre rapport finalement à la domination et à la prédation. Je sais que vous savez tout ça, je sais qu'on est peut-être un petit peu entre nous ce matin, mais je me permets de le rappeler parce que parfois on a tendance à l'oublier. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment essayer un petit peu philosophiquement d'imaginer le rapport à l'espace urbain, le rapport au bâtiment dans des programmes de rénovation, destruction, mais vous l'aurez compris, je préfère parler de prendre soin des bâtiments. Déjà, quand on a en tête cette idée de renouvellement de flux permanent, bien comprendre que quand on pense les bâtiments dans les quartiers populaires, il faut penser des bâtiments pour des gens qui vont arriver et des gens qui vont partir. Une petite partie des gens qui va rester, mais on a vraiment cette dimension d'aller et retour. Ça, c'est très particulier. C'est vraiment très, très particulier dans le rapport et à l'espace public et au bâti. Alors déjà, ça pose la question des usages. Quand on a beaucoup d'allers et retours, à la fois quotidiens, mais dans des trajectoires résidentielles, ça explique aussi en grande partie que les bâtiments et l'espace est beaucoup plus utilisé et beaucoup plus usé que dans d'autres endroits de l'espace social. Vous savez qu'il y a un gros sujet dans les quartiers populaires qui est le sujet des ascenseurs. Et la question de pourquoi les ascenseurs en fait, sont si souvent en panne, etc., on le sait très bien, c'est qu'il y a une surutilisation d'un objet qui est presque métaphoriquement symbolise en fait cette question des flux permanents et de cette violence des flux. Et j'insiste sur la question de la violence des flux parce que ces flux, tant qu'on n'a pas les moyens en fait, structurels et politiques pour en prendre la mesure, ils sont déstructurants. Et d'ailleurs, c'est le drame de tous les maires qui travaillent dans les quartiers populaires. Ça a été dit, en fait, juste avant moi. Pourquoi c'est le drame des maires des quartiers populaires? Tout ce qui permet finalement de la réussite, de l'enveloppement, eh bien, ce qui se perd dans les quartiers populaires, c'est la mémoire sociale de ce qu'on pourrait appeler les réussites. Je mets des guillemets de rigueur parce que la réussite, c'est quelque chose de totalement situé et il n'y a pas que la réussite économique, il n'y a pas que la réussite scolaire, même si évidemment, dans une société très scolarocentrée et très française, on voit beaucoup les choses sous ce prisme-là. Mais quand les personnes qui ont trouvé leur place, et on le comprend, moi mon métier c'est d'entendre et d'écouter les gens, et en ce qui concerne les hommes, j'entends par là les garçons, très souvent déménager à 10 km, 15 km, quand on s'est stabilisé, c'est juste avoir un quotidien où on n'est plus contrôlé par la police. Et donc ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, et ça offre des respirations dans des trajectoires heurtées qui sont extrêmement fortes. Mais quand les gens qui ont bénéficié de l'enveloppement associatif, institutionnel, partent, c'est aussi la mémoire sociale sur laquelle on peut s'asseoir, sur laquelle on peut produire du collectif et sur lequel on répare des personnes qui sont heurtées, cassées. Ça, c'est aussi important, parce que je parlais de fraternité. Les populations qui sont accueillies dans les grands ensembles et dans les quartiers populaires sont des personnes qui arrivent dans notre pays et qui arrivent violentées, qui arrivent cassées. Évidemment, on sait très bien que dans les quartiers populaires, on n'a pas du tout les moyens de l'accueil. Je reprends un exemple à Grigny. On a beaucoup d'élèves allophones dans les classes. Donc les élèves allophones, c'est les élèves qui sont scolarisés et qui ne parlent pas, en fait, le français. On en a de plus en plus. Alors, on en a de plus en plus, pas parce que les gens
refuseraient de parler le français, ne parleraient que leur langue dans l'espace privé, domestique, comme on peut l'entendre. Non, parce que en fait, les enfants qui maîtrisent au terme de leur scolarité très bien le français sont partis et sont remplacés par des nouveaux et des nouvelles arrivants. Dans ce contexte-là, par exemple, on sait très bien faire. On sait qu'on peut accueillir des élèves allophones, mais il faut des moyens, il faut des professionnels, il faut des dispositifs tout à fait particuliers. À Grigny, vous n'avez pas d'orthophoniste, par exemple. Voilà. Vous avez un seul pédiatre. Voilà, ça dit quelque chose du rapport au service public et du rapport aux moyens qu'on se donne. Donc cette petite musique qu'il faut déconstruire et qu'on a entendue ce matin, où on dit on donne toujours plus aux quartiers populaires, ça ne va pas. Alors, premièrement, c'est faux, il faut le redire, on a tous les chiffres. On ne donne pas plus, on donne moins. Mais la réalité, si on était réellement républicain, il faut, de manière croissante et constante, donner toujours plus aux quartiers populaires. Pourquoi ? Parce que de manière constante, croissante, la population des quartiers populaires se précarise. Elle se précarise parce que les quartiers populaires font le travail de sas et, je mets tous les guillemets de rigueur, d'intégration sociale. Je n'aime pas ce mot-là, mais ça me permet d'aller vite. Elles font ce travail qui permet à des personnes qui partent de plus bas, avec moins de ressources, de trouver leur place dans la société française, et elles la trouvent réellement. On a les chiffres, on a toutes les données, on connaît toutes ces choses-là. D'ailleurs, il faut vraiment insister sur l'écart entre les représentations et la réalité des choses. Vous vous souvenez de la polémique à Aya Nakamura, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, etc. Elle dit quoi, cette polémique? Elle dit que vous avez des personnes d'une certaine couleur de peau, d'un certain milieu social, avec un certain bagage, qui ont parlé pendant 2 semaines d'un truc sur les plateaux télé, alors que, objectivement, vous aimez pas, c'est l'artiste française qui vend le plus, qui est la plus écoutée. 3 minutes, oui, je vais arrêter. Le rap a remplacé la variété française en termes de streaming, de rapport à la musicalité, etc. Vous regardez le baromètre VSD des personnalités préférées des Français et des Françaises, vous allez voir dans le top 10 énormément de personnes issues des quartiers populaires. Donc en fait, les personnes qui ont grandi dans les quartiers populaires, ils ont essaimé dans toute la France, ils sont là. Ils sont juste pas extrêmement représentés ou seulement représentés quand ils vendent des millions de disques ou gagnent une Coupe du Monde. Mais cette réalité, elle est là. Par contre, ce travail, il est fait par les quartiers et oui, il y a une déstructuration de plus en plus forte du tissu social lié à la précarité, mais qui est lié à ce travail-là. Donc, la narration, c'est pas de courir après les tropismes identitaires, c'est de dire aux maires qui sont objectivement délinquants puisqu'ils refusent d'appliquer la loi SRU et payent des amendes. Et le disent haut et fort, parce qu'en fait, c'est un argument électoral par rapport à leur base électorale. Eh bien, de dire, OK, vous êtes délinquants, vous êtes une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit, et les quartiers populaires, ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones où le droit commun n'est pas appliqué, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais vous êtes une zone de non-droit, parce qu'il y a des quartiers qui font le travail de républicains. Et donc, si vous ne voulez pas assumer ce travail, soit, vous êtes libre, vous avez le droit de payer les amendes, vous avez le droit de défendre, c'est la politique en réalité, c'est une prise de position, eh bien, il faut donner plus, et beaucoup plus, et de manière croissante aux quartiers populaires, parce que les quartiers populaires font le travail. Et donc, la concentration, et il me reste 1 minute, je vais arrêter là-dessus, ça donnera à réfléchir. Oui, alors évidemment, échéance électorale, évidemment. Le travail, moi j'ai fait une enquête qui dure 10 ans, voilà, il y a plusieurs élections, et donc là on est sur l'objectivation en fait, des quartiers populaires à des fins électoralistes. Mais je vais terminer, puisqu'il me reste 30 secondes, il n'y a pas de bonne manière de terminer, mais même sur les questions qui fâchent, et la question du trafic de drogue, par exemple. Allez, parlons-en du trafic de drogue. C'est une logique... Non, mais en 30 secondes. Allez, en fait, en gros, c'est une logique de service. Laissez-moi les 30 secondes avant de réagir.
les quartiers populaires font un travail de service quand ils abritent des fours. Je connais très bien les questions à Grigny. À Grigny, vous avez l'autoroute, vous avez des personnes qui ont de l'argent, qui viennent très généralement de Paris, qui viennent se ravitailler à Grigny, mais c'est la même chose dans tous les quartiers populaires. Et on a une économie qui est réelle, mais qui est une économie de service. Ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, encore une fois, révélateur. Comme les consommateurs et consommatrices les plus affluents et les plus importants pour l'économie du trafic de drogue ne pouvaient plus se déplacer, on a eu la création des Uber-Sheets et ce sont les trafiquants qui se sont déplacés. Donc encore une fois, la chose, elle est relationnelle, elle est structurelle et les personnes qui déversent le plus d'argent dans les trafics de drogue et qui alimentent le plus de trafic, et je dis ça sans juger moralement les choses, sont des quartiers qui n'habitent pas dans les quartiers populaires et qui utilisent les quartiers populaires comme un sas de service. Alors, de là à dire que la consommation de drogue est républicaine, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais on reste dans une logique de service et je suis à la fin de mon temps. Je vous souhaite de belles journées de travail, de rencontres et de projections.